Je vous propose de passer à l'intervention suivante et avec le docteur Cora Cravero. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonjour, merci pour l'invitation. Je me présente, donc docteur Cora Cravero. Alors moi, je m'occupe plutôt des enfants et des adolescents parce que je suis pédopsychiatre et je travaille à la Pitié-Salpêtrière, donc en consultation centre référent maladies rares à expression psychiatrique. Et je suis également médecin dans une petite unité mobile qui intervient en fait sur Paris et les Hauts-de-Seine, qui fait partie de la fondation de l'Élan Retrouvé qui s'appelle l'UMI. Et dans cette unité, on a la particularité d'être vie entière, donc d'intervenir pour des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes, sans aucune limite d'âge. Et on est en lien avec l'unité de l'hospitalisation donc de l'Usidatu à la Pitié-Salpêtrière, dont je vous dirai un mot et que je vous présenterai. Alors aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir en fait plus sur face à des troubles du comportement chez les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme associé à un trouble du développement intellectuel. Donc je dis bien associé à un trouble du développement intellectuel parce que y a beaucoup de collègues qui sont déjà dans le champ des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, mais moi, mon créneau, c'est vraiment associé à un trouble du développement intellectuel. Et on a la spécificité d'intervenir aussi pour des personnes qui ne présentent pas forcément de langage verbal, oral, et donc plutôt d'être dans la clinique du sujet non verbal, non oralisant. Donc c'est vrai que c'est une clinique un peu particulière. Et en fait, aujourd'hui, mon topo va s'intéresser en fait aux soins dans ce cadre-là. Je vous présenterai aussi les résultats des recherches menées dans le service donc à la Pitié-Salpêtrière dans l'unité d'hospitalisation de temps plein de l'Usidatu. Et donc, je parlerai des troubles associés, que ça soit sur le plan somatique ou sur le plan psychiatrique, qui s'appelle, c'est pas très joli, mais comorbidité pour les médecins. Un pan aussi sur l'évaluation de la douleur et peut-être de caractériser un petit peu plus précisément certains types de troubles du comportement qui vont nous permettre peut-être de s'orienter vers une cause particulière qui pourrait être traitable. Voilà, un pan sur le diagnostic et puis une partie, bien sûr, de discussion avec vous. Alors, je vous brosse quand même le réseau des situations complexes en autisme. Alors là, c'est le réseau en Île-de-France, mais il y a aussi un pan qui se déploie sur le territoire national, donc je ferai la différence. Alors, il faut savoir qu'en Île-de-France, on a la chance depuis à peu près une douzaine d'années d'avoir des équipes mobiles qui... alors au départ, il y en avait 3 et puis maintenant, ces 3-là sont devenus un petit peu plus, on va dire, départementales avec des spécificités propres à chaque département. Mais donc, il y a une unité mobile, en fait, qui s'intéresse à toutes les personnes du territoire ouest, du 95, du 78, du 91. Moi, je travaille dans l'UMI Centre, celle qui s'intéresse à Paris et Hauts-de-Seine. Et puis, on a aussi les collègues de l'équipe mobile de l'UMI Est qui font les territoires du 93, 94 et 77. Donc, si je parle de notre unité mobile, en tout cas, donc on intervient vie entière, enfants, adolescents, adultes. On peut être sollicité par les familles, on peut être sollicité par les établissements médico-sociaux, éventuellement par les établissements sanitaires quand les personnes sont hospitalisées. Les équipes scolaires, c'est très 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 rare parce qu'en fait, on est vraiment dans le champ de la complexité et souvent, on n'est pas face à un public qui est en inclusion scolaire, malheureusement. Et bien sûr, on intervient à la demande des familles, des représentants légaux, donc soit des parents chez les mineurs, soit des tuteurs chez les majeurs. Voilà, et on intervient donc à domicile et dans tous les établissements, quels qu'ils soient. Voilà, et la bonne nouvelle quand même, c'est que, parce qu'on est toujours sollicité pour des troubles du comportement très 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 sévères, en fait c'est toujours ça notre motif de sollicitation, et la bonne nouvelle c'est que quand même on peut tout à fait prendre à peu près 90% à 95% des situations en ambulatoire, et elles s'améliorent sans avoir besoin de passer par une hospitalisation.
L'hospitalisation se faisant malheureusement toujours en pédopsychiatrie ou en psychiatrie, parce que c'est très rare de pouvoir obtenir des hospitalisations dans d'autres spécialités, parce que c'est peut-être une question sociétale, mais c'est vrai que quand il y a des troubles du comportement, c'est plutôt charge au milieu de la psychiatrie de s'en saisir et de gérer. Oui, et donc je vous disais que dans ces cas-là, sur un petit pourcentage de situations, mais vraiment moins de 10% et souvent moins de 5%, quand il y a des hospitalisations, on peut les faire à la Pitié-Salpêtrière, à l'Usidatu. Ou quand il n'y a pas de place à l'Usidatu, et en ce moment quand même c'est le cas, eh bien on est obligé de faire avec les secteurs de pédopsychiatrie ou les secteurs adultes. Et là, avec plus ou moins de réussite, parce qu'on a des collègues qui sont très très partie prenants, et il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué, c'est une clinique qu'ils ont beaucoup plus de mal à aborder, et donc le dialogue se fait plus ou moins. Mais bon, je trouve que ça s'améliore quand même beaucoup. Et puis après, on a beaucoup de structures médico-sociales qui se sont spécialisées dans le champ de la complexité pour les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme et très souvent associé avec un trouble du développement intellectuel. Donc il y a des unités renforcées d'accueil temporaire qui s'appellent les URAT et qui sont aussi vie entière. Il y en a des enfants ados, il y en a des adultes qui ont ouvert et qui ouvrent aussi en Île-de-France. Et après, sur le territoire national, donc là pour le coup ça intéresse tout le monde et pas que les collègues d'Île-de-France, il y a des unités résidentielles pour les personnes qui présentent en fait les situations les plus complexes sur leur département ou sur leur région, qui sont en train d'ouvrir, et donc plusieurs ont ouvert. Et là, il y a eu beaucoup d'appels à manifestation d'intérêt avec des directions d'établissement qui ont répondu pour que les ouvertures se fassent sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Et à côté de ça, évidemment, il y a tout un pôle qui existe sur les prises en charge à la fois psychiatriques et à la fois somatiques ou organiques, c'est-à-dire les soins de santé, avec le handiconsul de la Pitié-Salpêtrière. Il y a un autre handiconsul qui a ouvert à Paris, et il y a pas mal de centres d'handiconsul qui maintenant ont ouvert ou sont en train d'ouvrir aussi sur l'ensemble du territoire national, avec des handiconsultes historiques et puis d'autres de création plus récente. Voilà, et tout ça chapeauté par les tutelles qui sont indispensables dans les situations complexes, et puis aussi beaucoup de partenaires associatifs et médico-sociaux. Voilà, donc ça c'est un peu le réseau, mais encore une fois c'est dans les situations complexes. Parce qu'après il y a tout un autre réseau qui existe pour les situations moins complexes ou non complexes. Alors, je vous dis un petit mot de notre unité d'hospitalisation donc, à la Pitié-Salpêtrière, qui s'appelle l'Usidatu. Donc, c'est un acronyme un peu compliqué pour dire Unité sanitaire interdépartementale d'accueil temporaire d'urgence. Bon, en gros, c'est une unité qui fait partie d'un service de pédopsychiatrie, mais qui est vie entière, donc qui accueille des enfants, des adolescents et des adultes. Et qui est dédié en fait à toutes les personnes qui sont en situation vraiment très aiguë, donc urgente, avec des décompensations à la fois sur le plan du comportement et à la fois aussi en décompensation sur le plan de l'autonomie, c'est-à-dire sur le plan cognitif, qui résistent à la prise en charge ambulatoire des unités mobiles. C'est-à-dire que les unités mobiles interviennent déjà depuis un certain temps, et du coup, ces personnes-là, elles sont orientées vers l'unité d'hospitalisation, l'Usidatu. En fait, on hiérarchise en fonction des besoins et de la sévérité. Actuellement, il y a 6 lits seulement qui sont ouverts. Donc, vous voyez, ça fait vraiment pas beaucoup. Ça fait 2 lits par chaque unité mobile. Et chaque unité mobile couvre un territoire d'à peu près 4 millions d'habitants. Donc vous imaginez que les places sont quand même extrêmement précieuses. Voilà. Et pour vous donner un ordre d'idée, en fait, le ratio soignant-patient, il est de 0,5 pour 1. Donc il ne faut pas du tout penser qu'on est en prise en charge en 1 pour 1, ou en 2 pour 1, ou en 3 pour 1, ou en 4 pour 1.
En fait, en salle, dans l'unité même, il y a très peu de soignants pour un patient, mais par contre, il y a énormément d'autres professionnels qui gravitent autour, psychomotes, éducateurs, moniteurs éducateurs, assistants sociaux, etc., etc. Et c'est ça aussi qui aide beaucoup, beaucoup à la prise en charge. Voilà, et vous avez peut-être vu pour certains le film Hors Normes de Nakache et Toledano qui est sorti il y a quelques années. Et donc c'est vrai qu'on avait participé en fait avec des situations de certains de nos patients à faire le scénario. C'est des situations intriquées qui ont permis de réaliser ce film qui en fait fait aussi beaucoup parler de certains établissements médico-sociaux et des situations complexes, parce que c'est vrai que les situations complexes en autisme, elles sont très très peu médiatisées. On a beaucoup plus l'habitude d'avoir des profils de bon niveau qui s'expriment forcément par définition, et donc elles sont moins connues, et c'était très intéressant que le grand public aussi puisse en avoir une idée. Alors... donc, mon propos, là, d'aujourd'hui, il s'intéresse quand même à une population qui est quand même particulièrement rare, sévère et complexe, et que tout un chacun ne va pas forcément découvrir dans sa pratique. C'est-à-dire que, en termes de... parce que vous le savez, dans les définitions, le trouble du spectre de l'autisme, il est très, très hétérogène. Et donc, il y a différents aussi niveaux de sévérité. Et donc là, je vais vraiment vous parler des personnes qui ont un TSA qui est sévère et des personnes aussi qui ont un trouble du développement intellectuel qui est associé, mais un trouble du développement intellectuel qui est sévère ou profond. Donc, je ne suis pas dans le champ du TDI léger ou modéré. Très souvent, il y a des maladies rares ou un autisme syndromique ou un TDI syndromique ou une épilepsie ou encéphalopathie syndromique qui en plus sont à l'origine aussi des troubles du neurodéveloppement. Donc on est vraiment sur des tableaux très 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 particuliers et très sévères. Et on est avec des personnes souvent qui ont des âges de développement de moins de 3 ans dans un corps d'enfants, d'adolescents, d'adultes. Et ça ne peut pas s'appréhender et ça ne se lit pas du tout sur la présentation de la personne si on n'a pas fait les évaluations. Donc on est quand même obligé de savoir vraiment quelles sont les spécificités de la personne en termes de développement pour avoir une idée et interpréter les troubles du comportement en fonction des âges développementaux. Voilà, et quand on est dans ce champ-là, souvent, les troubles associés, malheureusement, ils sont multiples, somatiques, psychiatriques, avec un risque de troubles du comportement important. Et les collègues anglais disent « challenging behaviors » pour parler de troubles du comportement des filles. Donc, ces comportements problématiques, quels sont-ils ? Bon, je pense que tout le monde en a une bonne idée. Les principaux et les plus problématiques, c'est tous les troubles du comportement auto-agressif et les automutilations. C'est aussi tous les troubles du comportement hétéro-agressif. Et puis après, c'est tout ce qui est de l'ordre de la crise classique, de l'agitation, de l'instabilité psychomotrice, le fait de jeter des objets, de briser des objets, de prendre la fuite. Bon. Et après, bien sûr, tous les troubles du sommeil, de l'alimentation, éventuellement de la sexualité, de la propreté aussi, qui s'accompagnent. Et puis après, pour les collègues médecins, tout ce qui est aussi syndrome catatonique, qui peuvent être beaucoup plus associés dans les troubles du neurodéveloppement, qui peuvent engager le pronostic vital parfois, et qui sont très importants à prendre en compte. Mais voilà, souvent, ça, c'est des situations qui seront peut-être vues en hospitalisation. Alors, peut-être de manière assez schématique, quand on parle de troubles du comportement, je pense qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de sévérité ou de fréquence ou d'intensité. Il y a des troubles du comportement qui peuvent en fait arriver à minima, être présents depuis toujours, éventuellement un tout petit peu s'aggraver, mais qui sont très en lien avec le niveau de développement de la personne. Et dans ces cas-là, ceux-là, ils nécessitent surtout une approche psycho-éducative,
pas vraiment médicales, et ni psychiatriques du coup, et ils se prennent en fait avec les interventions classiques et normales, améliorer la communication, améliorer l'intégration sensorielle, des prises en charge qui sont vraiment très très développementales, d'accord ? Maintenant, si on est face à des troubles du comportement qui sont vraiment nouveaux, que la personne ne présentait pas auparavant, ou qui s'aggravent, mais de manière, d'une fréquence et d'une intensité qui ne laissent pas de place au doute, eh bien dans ces cas-là, on est plutôt sur des choses de l'ordre du trouble associé, très certainement, qui soit épileptique, qui soit douloureux, qui soit éventuellement psychiatrique. Et donc, dans ces cas-là, il y a un fort intérêt à repérer la cause et le trouble associé, parce que souvent, on pourra avoir un traitement ciblé et spécifique du trouble associé. Et du coup, les troubles du comportement vont vraiment décroître, voire s'amender complètement. Et parfois même, la personne va être même mieux qu'à son état habituel. Donc ça, c'est très important. Et dans ce cas de figure-là, l'approche, elle va être certainement médicale avant que les autres professionnels de santé puissent reprendre leur prise en charge classique, que ce soit en orthophonie, que ce soit en psychomotricité, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau psychologique. Voilà. Et donc, en tout cas, nous, au niveau des équipes mobiles, bien sûr, on est toujours sollicité dans le dernier cas de figure, c'est-à-dire quand les troubles du comportement sont nouveaux ou s'aggravent et qu'on est déjà dans les troubles associés. Voilà, bon, ça c'est une autre façon de le dire, mais en gros, notre objectif, c'est que quand on est face à des situations aiguës avec des décompensations sur le plan cognitif et comportemental, l'idée, c'est de ramener la personne à juste l'expression, entre guillemets, des troubles du neurodéveloppement de base, avec éventuellement des petites crises contextuelles, environnementales, qui s'expliquent. Voilà, donc ça, bien sûr, c'est tout le travail. Et souvent, on l'obtient en diagnostiquant les troubles associés et en les traitant. Donc voilà, finalement, ça c'est une autre façon de le dire. Dans mon premier cas de figure schématique, les difficultés de comportement, elles sont en lien avec le TSA, avec le TDI, avec éventuellement la maladie rare quand il y en a une de connue. Et ça se prend vraiment en charge de manière développementale, en améliorant la communication, en améliorant tout ce qui est sensorimotricité et intégration sensorielle, en améliorant tout ce qui est accompagnement psycho-éducatif individualisé. Voilà. Et éventuellement, il peut y avoir, et là ça se discute et je répondrai si vous avez des questions là-dessus, sur des neuroleptiques à la dose minimale efficace. Mais là, on est très symptomatique et de toute façon, ça ne se fait que si tout le reste a été fait. Les neuroleptiques à dose minimale efficace ne remplacent pas le manque de collègues et de rééducation développementale appropriée, évidemment. Et après, dans l'autre cas de figure, où les troubles du comportement sont vraiment très nouveaux, ou s'aggravent vraiment, et ne correspondent pas au niveau de fonctionnement de base de la personne, à ce moment-là, très, très, très vraisemblablement, on est dans les champs des troubles associés ou comorbidités, qu'elles soient somatiques, organiques, qu'elles soient psychiatriques, ou éventuellement, et surtout chez le grand adolescent, et encore plus à l'âge adulte, qu'on puisse avoir affaire à des effets secondaires de certaines familles de traitements psychotropes. Voilà. Et en quoi est-ce que le repérage de ces troubles associés est fondamental ? Alors là, je peux vous donner un résultat d'une étude qu'on avait réalisée dans le service avec les 70 premières hospitalisations à l'Usidatu. Donc, c'est des résultats qui datent puisqu'ils ont maintenant une dizaine d'années. Et maintenant, c'est des résultats qui sont très, très, très connus. Mais à l'époque, ça l'était un peu moins qu'aujourd'hui. Le résultat auquel on ne s'attendait pas à l'époque, c'est qu'en fait, une cause somatique, organique, un problème de santé, en fait, c'était la cause principale de la décompensation comportementale et de l'autonomie au quotidien. Et était la cause principale, en fait, de l'hospitalisation dans notre unité. Et ça, dans près d'un tiers des cas. Et il faut savoir que l'unité, elle est gérée par un pédopsychiatre.
Donc, heureusement, on a la chance sur le site d'avoir énormément de collègues de toutes les spécialités, d'avoir des centres de référence et de pouvoir demander des avis. Mais c'est en fait l'unité d'hospitalisation de l'Usidatu, c'est quasiment une unité de médecine interne en fait, parce que on doit vraiment tout gérer et c'est des fois très 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 loin de la psychiatrie. Bon après. Dans une bonne partie des cas, quand même, il y avait, dans 50% des cas, la cause principale était d'origine psychiatrique, et donc là, ça va, on savait faire. Et souvent, les causes sont quand même très, très intriquées. C'est-à-dire que là, quand on avait fait cette étude, on l'avait fait de manière schématique, mais souvent, les causes sont très, très intriquées. Et donc finalement, le fait de diagnostiquer et de traiter un trouble associé somatique ou psychiatrique, eh bien sûr prédit une meilleure évolution, puisque souvent c'est des troubles dont la plupart sont quand même bien traitables, et en tout cas ça permet vraiment vraiment beaucoup d'amender la symptomatologie des troubles du comportement. Alors là, vous avez en tout cas des résultats sur les 100 premiers patients hospitalisés, enfants et adolescents. Et vous pouvez voir, donc ça c'est les 100 premiers qui étaient hospitalisés à l'Usidatu. Vous pouvez voir que pour 75% d'entre eux, il y a des troubles associés au niveau psychiatrique. Et vous voyez, c'est énorme, quasiment 90% de troubles associés somatiques. Sachant que, là j'en ai pas parlé, mais chez les personnes avec lesquelles on ne peut pas communiquer verbalement et qui ne peuvent pas nous rendre compte en fait de leur ressenti, de leur insight, eh bien, on est obligé de raisonner de manière très éthologique, en observant les troubles du comportement, en étant un peu hypothético-déductif, et du coup, on est obligé d'abord de s'assurer que les troubles du comportement ne sont pas d'origine épileptique et ne sont pas d'origine douloureuse, et d'abord on doit les traiter avant de voir ce qui se démasque en termes de clinique éventuellement psychiatrique, parce qu'on ne pourra poser nos diagnostics psychiatriques qu'à partir du moment où on aura déjà résolu en amont le reste. Donc, on est quand même obligé de se rencarder et de demander des avis et de soigner, en fait, les troubles associés non psychiatriques avant de pouvoir poser des diagnostics. Bon, après, avec l'expérience, il y a des fois où on peut poser très rapidement des diagnostics psychiatriques, mais bon, la plupart du temps, il faut quand même retenir ce raisonnement-là. Voilà, et donc on est face beaucoup à des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des symptomatologies associées. Chez l'enfant et l'adolescent, des troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité, éventuellement une entrée dans un trouble bipolaire. Et puis après, les autres étiologies, elles existent, mais elles sont moindres. Et sur le plan somatique, énormément de troubles gastro-entérologiques, à la fois bas, à la fois haut, de type constipation, syndrome subocclusif, inflammation digestive haute, œsophagite, gastrite, etc. Chez les filles ou les jeunes femmes, des problèmes gynécologiques qui étaient passés inaperçus. Bon, ça, c'était des résultats d'il y a 10 ans. Donc maintenant, quand même, il y a beaucoup plus de soins courants et les handiconsultes aussi servent à ça. Donc peut-être que maintenant, on en verrait moins, mais en tout cas, à l'époque, on était dans ces chiffres-là. L'épilepsie dans 1/3 des cas, et puis après, bon, plein de problèmes aussi connus et peut-être un petit peu plus classiques. Voilà. Et chez les adultes, vous voyez, on est aussi sur des chiffres qui peuvent être assez similaires, avec, en tout cas pour l'épilepsie, vous voyez que les chiffres augmentent parce que c'est quasiment un patient hospitalisé sur 2 qui présente une épilepsie. Et autant des épilepsies généralisées, c'est des diagnostics qui peuvent être assez faciles à faire, autant des épilepsies partielles complexes avec des mouvements particuliers peuvent être tout à fait masqués et confondus avec plein d'autres mouvements et sont des diagnostics qui se font en fait dans la durée et qui des fois prennent des années avant d'être posés.
Alors un petit point sur les problèmes somatiques dans cette population. Pourquoi est-ce qu'ils sont fréquemment négligés, même si maintenant il y a quand même tout un focus sur la prise en charge de la douleur. Donc je pense que c'est un sujet maintenant qui est beaucoup plus facilement abordé. Mais c'est vrai qu'on est avec des personnes qui ne sont pas forcément compliantes quand elles sont en état très aigu et qu'il y a énormément de troubles du comportement. Le fait aussi qu'elles n'aient pas forcément de langage oral ou qu'elles soient paucicommunicantes, et bien sûr que c'est extrêmement difficile, voire impossible d'exprimer la gêne, l'inconfort et la douleur, d'avoir des difficultés à localiser la douleur, puisque ça s'acquiert aussi au cours du développement, de réussir à... ça s'appelle le schéma corporel, de réussir à savoir que telle ou telle partie de notre corps est à cet endroit-là et de pouvoir la localiser, la nommer. Et puis après, on est aussi chez des personnes avec souvent des maladies rares, très intriquées, des fois du polyhandicap et des tableaux qui sont très complexes. Et puis la personne, par définition, ne se plaint pas. Et donc la plainte, elle émane surtout de l'entourage. Et donc, on a notre collègue de Montpellier, le professeur Amaria Bagdadli, qui disait cette phrase que je trouve qui résume bien les choses. L'accès aux soins est réduit, ne serait-ce que parce que la plainte est mal exprimée. Et c'est vrai que dans ces cas-là, en fait, la plainte, elle se fera de manière comportementale, externalisée par l'agir, et qu'en fait, les troubles du comportement peuvent être juste le signe de la gêne, de l'inconfort, de la douleur ou de l'épilepsie, qui ne peut pas être exprimé par les techniques habituelles de communication. Voilà, et donc quand elle n'est pas verbalisée, localisée, la prise en charge de la douleur est essentiellement liée aux capacités de l'entourage ou des professionnels à déterminer la source de la douleur, à évaluer son intensité, à émettre des hypothèses sur ses origines. Alors dans les meilleurs cas, en fonction de l'âge de développement et du niveau de communication réceptif et expressif de la personne, on peut utiliser des échelles d'évaluation de la douleur associées à un monitoring des paramètres physiologiques. Ça peut être très intéressant de se référer à la description d'un état stable pour comparer par rapport à l'état aigu auquel on a affaire. Et donc, si jamais la personne elle a connu des douleurs ou qu'elle a eu une fracture ou des choses comme ça, on peut tout à fait demander à l'entourage quelles ont été à ce moment-là les manifestations comportementales de la douleur et puis essayer de voir en se basant là-dessus. Et après, vraiment chez ceux qui peuvent pas du tout s'exprimer, on peut se référer à des symptômes qui sont évocateurs d'une cause de douleur. Donc, si les troubles du comportement surviennent sans aucun contexte, de manière impromptue, sans raison évidente, sans lien tangible avec l'environnement, et dans les cas où il existe de l'auto-agressivité ou des automutilations, eh bien la fréquence, la temporalité, la durée et la topographie des lésions, c'est-à-dire l'endroit où ça survient, peuvent être évocatrices de certaines causes de douleur. Et de même que l'association de plusieurs signes ensemble peuvent faire évoquer certains troubles du comportement. Et donc ça, je vais vous le présenter dans quelques slides. En termes d'évaluation de la douleur, puisqu'on me demandait de faire un petit focus là-dessus. Alors moi, je suis pas du tout spécialisée là-dedans. Donc là, les diapos que je vous présente, c'est plutôt une recherche de la littérature. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'étude ou d'outil d'évaluation de la douleur qui a été validé spécifiquement en population de personnes avec un TSA. Il y a une l'échelle ESDA, qui est en cours de validation. Les outils, en fait, ils sont validés surtout auprès d'enfants et d'adultes avec un trouble du développement intellectuel. Donc, il y a des auto-évaluations qui existent quand elles sont possibles. Vous les avez là. Et puis, vous avez des hétéro-évaluations quand l'auto-évaluation n'est pas possible. Donc, alors là, chez l'enfant et l'adolescent, la plus validée
C'est la JEDI, la grille d'évaluation douleur déficience intellectuelle, vie entière, et les collègues du CRA Rhône-Alpes ont fait une version en modifiant quelques items pour essayer de les adapter dans le champ du TSA. Voilà, et après, il y a d'autres échelles qui peuvent être tout à fait utilisées, que vous avez listées là. Et chez l'adulte, c'est pareil. Les validations sont faites en population de personnes avec un TDI, mais pas de TSA. Les hétéro-évaluations les plus utilisées, c'est l'échelle d'évaluation de la douleur adolescent-adulte handicapé. Et sa version modifiée d'évaluation de l'expression de la douleur chez les sujets dyscommunicants. Et puis l'échelle simplifiée d'évaluation de la douleur chez les personnes dyscommunicantes avec troubles du spectre de l'autisme. Voilà, et après, il faut savoir aussi, la JEDI aussi peut être utilisée puisqu'elle est vie entière. Et après, il y a des échelles qui sont plus spécifiques pour les personnes âgées. Alors, là est résumé ici, en fait, donc ça c'est plus un travail basé sur l'expérience d'une petite douzaine d'années d'expérience sur un cortège en fait de manifestations comportementales qui du coup peuvent vous faire penser à un trouble associé somatique et du coup vous avez un certain nombre d'examens cliniques ou complémentaires et de traitements qui peuvent exister dans ces cas-là. Donc si je prends le cas d'une personne qui se met à avoir un PICA, c'est-à-dire le fait d'ingérer des substances non comestibles, liquides ou solides, de présenter une hyperphagie, d'avoir des troubles du comportement autour des repas, de se mettre à présenter des agrippements, agripper les poignets, agripper les vêtements, agripper les cheveux, qui peut aussi se déshabiller, eh bien, ces signes-là, bizarrement, quand ils n'existaient pas auparavant, doivent vous faire penser à rechercher une inflammation digestive haute de type inflammation de l'œsophage ou inflammation de l'estomac. Et donc là, ça vaut vraiment la peine de faire ce qu'on appelle un bilan de PICA, de rechercher l'absence de carence en vitamines, en oligo-éléments, s'il y en a, de les supplémenter. Et si il n'y en a pas, ou si malgré supplémentation, les signes que je vous ai décrits ils persistent, et bien dans ces cas-là, carrément de réaliser une fibroscopie œsogastro-duodénale sous anesthésie générale pour rechercher ces causes-là, avec des biopsies spécifiques à la recherche d'Helicobacter pylori. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout intuitif. Mais ça résout énormément de troubles du comportement hyper sévères. Je peux prendre un autre exemple, un patient qui se déshabille, qui n'a pas de selle pendant plusieurs jours, qui fait des allers-retours incessants aux toilettes, qui fait des efforts de pousser aux toilettes, qui reste, qu'il n'y a rien qui se passe, qui peut même parfois mettre son doigt dans les fesses pour essayer de retirer ses selles, qui peut même étaler ses selles, qui peut les porter à la bouche, voire dans le pire des cas, qui même les avale, qui peut avoir un abdomen gonflé, mais pas forcément, et qui se met après à avoir des troubles du comportement explosif autour des repas, ou une agressivité explosive alors que c'était un patient qui était très calme ou qui ne présentait pas du tout ces signes-là, et bien ça c'est très très évocateur de constipation aiguë sur constipation chronique, voire de syndrome subocclusif. Et dans ces cas-là, la prise en charge, en fait, tout simplement, c'est une cure de laxatif, et puis après s'assurer que le transit est correct et régulier. Et voilà, et donc c'est très loin de la psychiatrie, mais il y a quand même besoin de faire ce travail-là avant de pouvoir nous-mêmes raisonner dans notre corps de métier. Bon, bref, voilà, vous avez en tout cas quelques autres exemples, mais là je vous ai cité vraiment les choses les plus fréquentes parmi nos patients.
Et du coup, si jamais vous avez, entre guillemets, la chance de repérer ces signes-là et de pouvoir les traiter, eh bien, ça évite de faire ce qu'on appelle un check-up corps complet, ou ça évite aussi de donner des antalgiques de manière empirique, parce que du coup, vous aurez déjà eu une cause que vous aurez pu cibler, et donc ça permet vraiment de gagner du temps et de l'énergie. Et quand même, souvent, avec le temps et l'expérience, on arrive à repérer quand même des points d'appel algiques, et plus on connaît la personne et plus on arrive à bien les repérer. Alors là, je vous ai mis en fait un petit mot aussi de résultats sur ce que je vous disais sur les inflammations digestives hautes. En fait, ça, c'est les résultats d'une étude qui a été soumise, qui est en cours de publication. On l'a faite chez les enfants adolescents, mais aussi chez les adultes. Là, je vous ai présenté les résultats juste des enfants adolescents. Sur 55 enfants et adolescents qui ont été hospitalisés à l'USIDATU et qu'on a comparé en fait avec des témoins en population pédiatrique. Donc on a fait ça en lien avec les collègues de l'hôpital Trousseau. Et on s'est aperçu, là je vais directement aux résultats, je ne vous parle pas trop de la méthodologie, mais qui présentait des lésions digestives à la fibroscopie, avec un surrisque d'œsophagite et un surrisque de gastrite, et que les lésions retrouvées sur le plan histologique, elles sont beaucoup plus fréquemment chroniques et beaucoup plus fréquemment actives par rapport à la population pédiatrique générale. Et les résultats existent aussi chez les adultes, en fait. Donc ça veut dire que c'est des pathologies qui existent depuis longtemps, et c'est des pathologies qui, à l'heure actuelle, quand on fait l'examen, sont toujours actives, et donc très vraisemblablement toujours douloureuses. Et qu'il y a vraiment une surreprésentation de ces symptômes-là dans notre population, et que ça vaut vraiment la peine d'élargir les indications d'endoscopie digestive haute, en fait. Et donc on a des collègues de gastro-entérologie qui maintenant sont très sensibles sur ce sujet, mais on a aussi beaucoup d'autres collègues qui sont à des années-lumière d'accepter qu'on fasse des anesthésies générales pour ça. Et puis d'autres collègues qui nous regardent aussi avec des grands yeux parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, que des agrippements, qu'un pica, qu'une hyperphagie doivent faire qu'on mette les moyens pour que ce type d'examen soit réalisé. Bref. Et donc là, je voulais juste vous montrer, donc ça c'est une jeune femme adulte de 38 ans qui en fait avait un pica sévère depuis des années et des années. Elle ingérait du plastique, des Solpac, une paille. Et en fait, ce que vous pouvez voir à l'endoscopie digestive, c'est tout un conglomérat en fait de substances non comestibles, non digérées, qui sont dans la lumière de l'estomac. Voilà, vous voyez le Solpac, la paille, il y a une compresse, enfin bref. Et du coup, ça s'appelle un bézoard. Et elle avait énormément de problèmes de comportement qui étaient associés à ça. Et c'est en traitant ce phénomène-là que la clinique et les problèmes de comportement s'améliorent. Alors, je vous dis un petit mot peut-être aussi illustré en images sur des dispositifs qui permettent d'aider à la réalisation des soins, quels qu'ils soient. Donc, là, vous avez des choses assez classiques de ce que vous pouvez faire en termes d'anxiolyse, d'antalgie, d'analgésie en première partie. Et moi, je voulais juste vous montrer un dispositif qu'on utilise vraiment au quotidien, à la fois sur l'unité mobile, à la fois dans certaines structures de la Fondation de l'Élan Retrouvé, et puis à la fois en unité d'hospitalisation à la Pitié, sur le Pépouze Board, qui est en fait une planche à scratch. Alors là, c'est les deux premières images, les images A et B. Et on a des tailles enfants, et puis on a des tailles adultes, et puis on a des tailles grand gabarit aussi adultes. Et donc on installe la personne dedans, et on peut descratcher un bras ou descratcher le thorax, bref, quand on doit faire une prise de sang, quand on doit faire un ECG,
On peut faire un EEG aussi, puisque la tête est libre. On peut faire un scanner, une IRM, enfin bon, bref. Et donc, ça peut être très pratique. Et ça évite des prémédications trop importantes. Et puis surtout, ça évite d'avoir plusieurs adultes qui maintiennent la personne. Et du coup, les examens ou les consultations cliniques peuvent se faire de manière beaucoup plus apaisée. Et après, plus ça se passe bien et plus c'est un cercle vertueux et plus il y a une chance que les examens d'après se passent bien. Voilà, ça permet de les faire dans un calme assez relatif. Voilà, et puis après, je ne vous présente pas forcément tous les autres équipements parce que c'est pour réaliser des soins, mais pas forcément des soins somatiques. Ça peut être pour protéger les patients ou protéger les soignants dans des contextes très très spécifiques d'automutilation sévère ou d'hétéroagressivité très importante, le temps que certains autres traitements agissent. Donc ça, je vous répondrai après plus tard si jamais vous avez des questions là-dessus. Donc voilà, donc ça c'était un petit focus sur les troubles associés somatiques. Et après, le raisonnement est aussi assez identique sur les troubles psychiatriques associés, là pour le coup. C'est-à-dire que une fois que vous avez traité les troubles du comportement qui sont en lien avec des causes non psychiatriques, vous pouvez vous intéresser à la clinique psychiatrique et puis voir s'il y a des troubles du comportement qui restent et puis là élaborer des hypothèses selon les signes que vous constatez. Donc ça c'est plus pour mes collègues médecins, pédopsychiatres et psychiatres, mais du coup je vais peut-être pas forcément rentrer dans le détail parce que là, à ce stade-là, ça veut dire que vous les aurez adressés plutôt à des spécialistes qui, eux, pourront poser ce genre de diagnostic et puis après mettre en place les soins nécessaires. Sachant qu'il y a certains diagnostics psychiatriques qui sont vraiment très compliqués à poser quand on est avec des personnes qui n'ont pas de langage oral. Et dans ces cas-là, il y a aussi des diagnostics qui ne peuvent être posés que dans la durée. Voilà. Donc là, je vous avais décrit un petit peu l'expression clinique sur le plan comportemental que peut prendre la dépression ou l'épisode dépressif caractérisé dans la population que je vous décris. Et je fais l'effort de vous en parler parce que finalement, peut-être qu'en lisant les manifestations comportementales que vous avez sous les yeux, eh bien, vous vous rendrez compte que parfois... certaines des personnes dont vous occupez, en fait, présentent un tableau de dépression et pas du tout, comme des fois on peut l'entendre, une entrée dans une schizophrénie. Et ça veut dire que l'impact, il est quand même très, très, très important parce que la dépression, ça se traite par de la médiation corporelle, ça se traite par des antidépresseurs, et quand il n'y a pas de symptômes psychotiques, ça ne se traite pas par des neuroleptiques antipsychotiques. Les neuroleptiques antipsychotiques ne vont pas forcément améliorer l'humeur. Donc il y a vraiment des enjeux. Donc la clinique, qu'est-elle ? Souvent, vous avez en fait une humeur qui est irritable, un sujet qui est tendu, qui est à fleur de peau, alors que ça n'est pas le cas normalement. Bon, parfois, vous pouvez avoir une clinique plus classique, avec des pleurs, avec l'expression d'une tristesse, mais pas forcément. C'est très souvent une irritabilité de l'humeur, en fait. Vous pouvez aussi avoir des choses un peu classiques, comme du ralentissement psychomoteur, de l'isolement, du repli, des refus, de l'opposition, de l'intolérance à la frustration. Et après, vous avez des choses qui sont beaucoup plus spécifiques de ces personnes-là, avec des fois des augmentations de stéréotypie verbale, quand ce sont des sujets verbaux, avec des propos dépréciatifs ou des ruminations anxieuses, des impératifs ou des ordres anciens ou des récriminations entendues très anciennes qui refont surface et qui se mettent à répéter. Et ça, c'est pas une entrée dans une schizophrénie. Ils peuvent avoir plus de rigidification cognitive, avec beaucoup plus de rituels autistiques qui reviennent, avec beaucoup plus de stéréotypies motrices ou des blocages même sur le plan moteur dans les temps de transition. Et puis après, à la longue, ils peuvent aussi avoir un comportement tyrannique qui s'installe au domicile ou en institution. Ça peut être des personnes qui deviennent automutilatrices alors qu'elles
qu'elles ne l'étaient pas. Ça peut être des personnes qui deviennent violentes avec des gestes hétéro-agressifs alors que ce n'était pas le cas avant. Et puis, comme dans la clinique un peu plus classique, il peut y avoir un désintérêt progressif pour les intérêts électifs. Et puis parfois, il n'y a plus que les promenades ou plus que certaines modalités d'interaction sensorielle qui sont possibles quand tout le reste est perdu. Et des troubles du sommeil, de l'alimentation, de la sexualité qui peuvent tout à fait, comme de manière classique, intégrer le tableau. Et donc, quand vous avez tout ce cortège de symptômes, en fait, votre diagnostic, ça doit être un épisode dépressif caractérisé. Et la prise en charge, ça doit être celle d'un épisode dépressif. Alors que trop souvent encore, à l'heure actuelle, les collègues qui ont ces manifestations-là peuvent mettre en place un neuroleptique ou l'augmenter quand il existe déjà, ou en adjoindre un deuxième, ou en adjoindre un troisième. Et après, le risque, c'est quoi ? C'est d'avoir des effets secondaires en fait, de la iatrogénie sur ces psychotropes et très peu d'amélioration sur le plan de l'humeur. Et après, la rupture de prise en charge, elle a lieu. Et puis après, vous êtes sollicité dans l'urgence pour une hospitalisation. Et en fait, c'est tout bête parce que vous n'avez pas du tout besoin d'hospitaliser. Et c'est des choses qui se font très, très bien pour tout un chacun en ambulatoire. Si on devait hospitaliser systématiquement toutes les personnes qui présentent un épisode dépressif, surtout réactionnel, parce que très très souvent il y a des contextes, c'est sûr qu'on ne s'en sort pas. Bref, donc je referme la parenthèse, et ici vous avez un tableau récapitulatif qui a été fait par ma collègue, le docteur Mariana Gianitelli, qui en fait vous résume finalement selon les manifestations comportementales les différents troubles associés que l'on peut évoquer. Voilà, donc finalement les problèmes de comportement, c'est-à-dire ce qui est visible et ce qui gêne souvent, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais en fait, il faut faire vraiment l'effort de voir ce qui les sous-tend pour vraiment les traiter. Voilà, bon, ça c'est un petit résumé. Et bien sûr, le fait de diagnostiquer, ça permet de mettre en place les traitements parce que c'est très bien d'établir des diagnostics, mais après, il faut aussi ne pas hésiter à mettre en place les traitements nécessaires. Donc, les traitements nécessaires, quels sont-ils ? Alors déjà, il y a une majorité d'interventions thérapeutiques qui sont non médicamenteuses, donc toutes les rééducations fonctionnelles développementales dont on a parlé. Des interventions développementales précoces qui sont spécifiques aussi au TSA, mais ça, souvent, ça se fait plus dans la petite enfance, moins à l'âge adulte. Et puis après, les interventions comportementales et de communication facilitée qui sont beaucoup, beaucoup plus connues. Et puis après, alors là, sont résumés, en fait, que les interventions thérapeutiques qui fonctionnent quand vous êtes dans le champ des problèmes de comportement chez les personnes avec TSA et TDI. Donc c'est vraiment un focus particulier. Et donc il y a des techniques qui sont très connues, l'ABA, d'autres qui existent un peu moins en France, mais qui se font ailleurs à l'international, le soutien au comportement positif. La guidance parentale qui se fait en France, des approches à médiation corporelle qui se font aussi. Et puis après, il y a une déclinaison d'autres techniques, mais qui se font plus avec des personnes avec un meilleur âge de développement. Voilà, donc quel que soit l'âge, et puis encore plus à l'âge adulte, j'ai envie de dire, un intérêt à adapter l'environnement et puis les stimulations sensorielles. Parce que ça, très souvent, on y pense beaucoup chez l'enfant et l'adolescent, mais après, chez l'adulte, ça n'existe plus, les psychomotes qui interviennent dans les femmes ou dans les masses ou dans les foyers de vie. On n'a plus ça. Éventuellement, des fois, il y a des kinésithérapeutes. Mais du coup, c'est très important aussi de connaître le niveau de développement sensorimoteur et puis d'avoir une bonne idée du profil sensoriel et des troubles de l'intégration sensorielle parce que ça permet aussi de résoudre vraiment pas mal de choses et puis d'améliorer la qualité de vie. Voilà, donc il faut y penser finalement même chez l'adulte si possible.
Et puis après, vous avez les interventions thérapeutiques médicamenteuses. Donc vous avez des bien meilleurs résultats quand elles sont étiologiques, c'est-à-dire quand elles ciblent la cause, quand vous avez trouvé la cause en fait. Et dans ces cas-là, ça consiste à essayer de stabiliser une épilepsie, ça consiste à traiter d'une manière convenable certains types de douleurs, ça consiste à essayer de traiter un trouble associé psychiatrique quand il y en a un. Voilà. Et puis après, si vous ne savez pas, bien sûr, mais vous vous contentez d'agir de manière symptomatique sur les symptômes que vous observez, parce que parfois, vous n'avez pas toujours des diagnostics qui sont tout de suite possibles. Et parfois, vous êtes aussi un petit peu pressé. Et vous êtes dans l'urgence et vous devez quand même essayer, en attendant, d'améliorer un peu la situation. Voilà, réévaluer, rationaliser l'ordonnance. Ça, bien sûr, c'est fondamental. Et évaluer l'efficacité par rapport à la tolérance et puis éviter les effets secondaires des psychotropes. Alors, je passe peut-être sur les recommandations de bonnes pratiques, parce que ça, le docteur Hélène Vulser vous en a déjà parlé sur son intervention précédente. Il faut savoir qu'elles existent plutôt dans le champ de la déficience intellectuelle, mais pas forcément chez la personne avec un TSA et un TDI associé. Mais ceci étant, elles sont très intéressantes et elles sont faites par les collègues britanniques du Collège royal des psychiatres, Royal College of Psychiatrists, et je vous invite, si vraiment vous êtes vraiment dans cette branche-là, à les lire parce que ça vous donne des guidelines et des recommandations très intéressantes. Bon, cette diapo récapitulative, elle est en anglais, mais en gros, elle récapitule un petit peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que si vous avez des troubles associés organiques, vous les prenez en charge. Si vous avez des troubles associés psychiatriques, vous les prenez en charge. Vous essayez de voir s'il n'y a pas d'effets secondaires des traitements qui sont déjà mis en place. Et puis après, à ce moment-là, ça vaut la peine plus de se centrer sur tout ce qui est environnemental, d'essayer d'élaborer des hypothèses environnementales et puis de faire une bonne analyse fonctionnelle. Mais moi, je vous invite à le faire plutôt en dernier lieu, dans cette population-là en particulier, parce que sinon, avant, vous risquez d'avoir beaucoup trop de facteurs confondants, et il y a peut-être des choses à faire, et l'évaluation fonctionnelle, souvent, dans ces cas-là, dans les situations vraiment très, très, très aiguës, très, très décompensées, on ne la fait pas en première intention, on la fait plutôt après. Et évidemment, il a fallu avoir une bonne idée du niveau de développement de la personne pour pouvoir élaborer vos hypothèses, c'est sûr. Voilà. Et puis après, là, dans les cadres en vert, vous avez les différents types de traitements qui ciblent plutôt les troubles associés. Donc c'est assez schématique, mais un antidépresseur pour une dépression, un traitement régulateur de l'humeur en cas de troubles bipolaires, un traitement psychostimulant si vous avez un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité, un antipsychotique si réellement vous avez une schizophrénie, des benzodiazépines à forte dose initialement si jamais il y a un syndrome catatonique. Bref. Et puis après, un petit mot aussi sur une recherche qui a été faite en Île-de-France, la recherche SCATED, qui a intéressé les 3 unités mobiles et puis l'unité d'hospitalisation de l'Usidatu. Et qui s'est basée en fait sur à peu près 450, un peu plus de 450 situations pour lesquelles le réseau des situations complexes était interpellé. Et je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'en fait, il y a des dimensions particulières qui peuvent faire en sorte que la situation devienne complexe. Donc il y a des éléments cliniques, et ça on en a largement parlé, mais il y a aussi des éléments comme les ruptures de prise en charge institutionnelle, comme la coopération entre les acteurs de la prise en charge. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a vraiment un intérêt à essayer d'agir en amont et à être dans la prévention avant que les ruptures de prise en charge n'aient lieu.
et de réussir à communiquer et à bien se transmettre les éléments cliniques. Parce que parfois, juste le fait de se parler insuffisamment ou de pas du tout établir de dialogue ou de ne pas avoir les éléments antérieurs, mettons quand un jeune entre dans un FAM, et parfois l'équipe du FAM n'a pas forcément fait le lien avec l'équipe de l'IME antérieure. C'est des choses qui sont vraiment bêtes, mais transmettre ça améliore vraiment énormément les parcours de vie et les parcours de soins. Voilà, alors il est 15h15, donc on va peut-être pas tarder à conclure. Je peux peut-être juste vous dire un mot sur le fait que dans ces situations-là, on a eu affaire à de la violence en fait au sens large ou à de l'auto-agressivité ou à de l'hétéro-agressivité et que on a essayé de mettre en place d'autres moyens de réflexion ou de façon de faire qui permettent à la fois d'éviter l'isolement et d'éviter la contention physique, mécanique ou médicamenteuse. Et donc il y a plusieurs pistes de réflexion, mais je vais vous brosser plutôt. Il y a une partie où quand on peut et que notre unité n'est pas encore créée, ça peut être très intéressant de réfléchir à l'agencement et à la sécurisation des locaux sur le plan architectural. Et ça, c'est un gros travail, je pense, que des collègues de groupes de travail en lien avec l'ARS ont mené pour construire les unités résidentielles. Après, il y a tout un volet en fait très très important de formation des professionnels sur le plan à la fois théorique et aussi sur le plan pratique, parce qu'il faut savoir qu'il y a des formations très spécifiques en fait qui permettent d'être outillés dans la prise en charge des troubles graves du comportement. Pour l'instant, c'est des formations qui sont ouvertes en fait aux professionnels, hein, pas encore aux parents, puisqu'on m'a déjà posé la question. Et donc, il y a des formations de la Professional Crisis Management Association, la formation Omega aussi, je sais, qui existe, bref, et qui donne des stratégies de prévention des crises, de désamorçage des crises, d'intervention et de désescalade des crises comportementales, en fait. Et puis après, il y a d'autres équipes aussi sur le territoire national qui ont mis en place des groupes d'éducation thérapeutique. Certains pour les patients eux-mêmes quand c'était possible. Nous, dans le service, on le fait pour les parents. Pour l'instant, c'est encore un projet qui est quand même assez pilote, puisque là, on l'a fait pour la 2e année, et donc l'année prochaine, ce sera pour la 3e année. Donc pour l'instant, on ne l'a pas encore énormément ouvert. Ça concerne plutôt les familles dont les jeunes sont suivis dans le service, mais voilà. Et puis, on est aussi en train de relire et de finaliser le protocole national de diagnostic et de soins qui concerne la prise en charge des troubles graves du comportement en fait, dans cette population-là et qu'on fait avec la filière déficience et puis un certain nombre de collègues engagés. Et puis après... je vais vous montrer peut-être quelques images d'équipements de protection qu'on utilise, à la fois pour les patients qui sont dans des états d'automutilation vraiment incoercibles, et puis à la fois parfois pour se protéger nous-mêmes en tant que soignants, en tant que professionnels, et puis quelques équipements innovants. Je vais passer directement Alors, je suis confuse parce que les photos... Où sont les photos ? Les photos ne sont pas là. Ah. Bon, c'est pas très grave. Alors, je vais vous en dire un mot à l'oral. En fait, ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, c'est tout un matériel de sport. Donc, les équipes se fournissent dans les magasins de sport, donc Go Sport, Decathlon, tout ce que vous voulez. Et selon l'endroit et l'intensité de certains troubles du comportement, je peux prendre des automutilations, par exemple du visage, on peut utiliser certains types de casques, des casques mous, de boxe ouverts ou des casques un peu plus durs, allant jusqu'à des casques de hockey vraiment grillagés qui permettent de protéger les yeux, les pommettes, le nez, éventuellement la bouche. Et en fait, ce type d'équipement, il sert dans des temps très, très définis.
pendant certaines périodes. Ils ne sont pas voués à être gardés des années et des années, mais ils peuvent vraiment servir à ce que d'autres soins aient lieu. Et pendant ce temps-là, on préserve la personne de ne pas aggraver des lésions et d'aggraver des complications infectieuses ou même esthétiques. Voilà, et cet équipement, on l'utilise aussi parfois dans certains cas pour les professionnels, pour pouvoir aller au travail plus sereinement et continuer à prendre en charge ces personnes sans se mettre nous-mêmes en danger. Et donc ça réduit quand même en partie des accidents du travail ou des blessures ou l'épuisement au travail, le burn-out, etc. Voilà. Bon. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Cravero. Je sais pas si ça marche. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez une ou deux questions dans la salle? Sinon, on a quelques questions à distance. On a un petit peu débordé dans le temps. Allez-y, monsieur, je vous passe la parole tout de suite. Parfaite. Il y a deux choses que vous n'avez pas évoquées. C'est l'alcoolisme ou le trauma par accident. Est-ce que vous avez eu des cas en urgence ou la prise de produits Merci. Ok, oui, je peux tout à fait répondre à cette question. Alors en fait, dans la population là dont je parle et qu'on prend en charge, on est vraiment, encore une fois, sur des âges de développement qui sont souvent de moins de 3 ans d'âge développemental. Et en fait, il se trouve qu'on n'est pas du tout confronté à des prises de substances, quelles qu'elles soient. Et donc, on n'a vraiment aucune addiction. Si jamais on suivait en fait des personnes avec un TSA et avec un TDI léger à modéré, on aurait très certainement en fait ce genre de questionnement. Mais là, dans notre public, comme on est dans le champ aussi du TDI sévère ou profond, on n'est pas du tout confronté à ces problématiques-là. Merci beaucoup. Vous avez présenté en début de votre intervention le dispositif UMI-USIDATU et on a une question sur la durée moyenne de séjour en USIDATU. Est-ce que vous avez des informations sur ça? Oui, bien sûr. Au départ, l'unité, quand elle a été créée, donc il y a à peu près 13 ans, en 2012, la durée moyenne de séjour, qui était voulue par les tutelles et par l'ARS, elle était de 3 mois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait tout à fait faire des hospitalisations de cet ordre-là, dans des cas très particuliers, qui sont plutôt des troubles du comportement qui sont du registre développemental, et auquel cas où on était dans le tout premier cas que je présentais, mais qui est très très rare, c'est-à-dire qu'on a quasiment jamais d'indication d'hospitalisation à l'USIDATU dans ces cas-là. On a toujours des situations beaucoup plus compliquées, avec énormément de troubles associés. Et donc il faut le temps de pouvoir réaliser les examens, de pouvoir obtenir les avis quand c'est pas nous-mêmes qui les prenons en charge, et de pouvoir mettre en place les traitements. Et puis après, il y a encore un point qui est très important, c'est que parfois, l'établissement qui nous l'a adressé, l'établissement d'origine, et ne souhaite pas reprendre la personne en établissement. Et des fois, on est confronté à ce problème-là, et il faut le travailler, et ça met du temps. Et il y a des fois où ils peuvent retourner dans leur établissement d'origine quand il y en avait un. Il y a des fois où il faut leur trouver un établissement d'origine quand ils n'en ont pas. Et il y a des fois où il faut leur trouver un nouvel établissement quand vraiment l'institution elle a été entre guillemets limite traumatisée. Et qu'elle a du mal à se rendre compte parce que des fois, ils prennent pas forcément le temps de revenir voir la personne pour constater eux-mêmes de visu l'évolution. Et ils ne nous croient pas vraiment quand on leur dit que tous ces troubles-là du comportement se sont amendés. Et donc ça augmente la durée moyenne d'hospitalisation. Et après, il y a aussi des situations très compliquées sur le plan clinique, mais des choses très rares, de type une encéphalite,
et qui font qu'il y a des soins extrêmement particuliers de type échange plasmatique, de type immunoglobuline intraveineuse, de type immunomodulateur ou suppresseur associé, qui n'ont rien à voir aussi, pareil, vraiment avec la pédopsychiatrie, mais comme les troubles du comportement sont massifs, ils sont hospitalisés dans le service, et bien, dans ces cas-là, je peux vous dire qu'on est face à des durées très, très longues. Donc, je crois que notre record, il est de 4 ans et demi. Bon, c'est exceptionnel, hein. C'était un adolescent sur les 13 dernières années, mais il n'est pas rare d'avoir des durées d'hospitalisation qui sont vraiment très longues. Et ceci étant, on prend le temps parce que ça ne se fera pas forcément ailleurs et parce qu'on préfère vraiment améliorer la personne. On ne triche pas, entre guillemets. On ne dit pas ça s'est amélioré alors que ça ne s'est pas amélioré. En fait, quand la sortie, elle se fait souvent, elle se fait dans les meilleures conditions possibles. Et puis, ça évite surtout les réhospitalisations. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne une petite pause et on se retrouve à 15h35 pour la suite du programme avec notamment la présentation des consultations Andy Consult. Voilà, donc rendez-vous à 15h35 après une petite pause. Et merci beaucoup, Dr Hélène Vulser et Dr Cora Cravero pour ces 2 interventions.